L'Afrique, autrefois considérée uniquement comme un fournisseur de matières premières, subit un changement de paradigme majeur. Alors que l'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements en minéraux stratégiques pour sa transition énergétique, un nouveau type de partenariat émerge, dicté par des pays africains qui revendiquent de plus en plus leur souveraineté économique. Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, est au cœur de cette transformation. Mais pourquoi maintenant ? Quels sont les enjeux derrière cette évolution et surtout qui contrôle désormais les règles du jeu mondial ? L'Europe doit désormais faire face à une réalité nouvelle, où l'Afrique ne se contente plus de recevoir de l'aide, mais impose ses propres conditions économiques. L'Europe traverse une crise sans précédent, où la dépendance aux ressources naturelles et à l'énergie devient un défi stratégique. Avec la montée des tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, Bruxelles se voit dans l'obligation de revoir sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Le vieux modèle de l'aide a cédé la place à une approche plus pragmatique, celle d'un partenariat qui cette fois repose sur des intérêts croisés plutôt que sur des dons. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, incarne parfaitement ce changement de paradigme. La question qui se pose est désormais celle de la maîtrise des chaînes de valeur et des conditions de ces accords. Les investissements européens en Afrique, loin d'être un acte de générosité, deviennent essentiels à la survie industrielle de l'Europe. Si ces projets sont menés correctement, l'Afrique pourrait non seulement bénéficier de ces investissements, mais aussi en prendre le contrôle. Le défi pour l'Europe est de s'assurer que ces nouvelles dynamiques ne se transforment pas en un autre type de dépendance. L'un des principaux enjeux du partenariat entre l'Europe et l'Afrique réside dans la réorganisation des rapports de force. Ce n'est plus l'Europe qui dicte les termes de l'aide, mais l'Afrique qui commence à définir les règles de la coopération. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, est un exemple frappant de cette nouvelle dynamique. Il n'est pas seulement un dirigeant politique, mais aussi un acteur clé dans le processus de transformation du continent. Ce changement de cap fait suite à plusieurs événements mondiaux, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui ont accéléré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans nos secteurs de l'énergie. En 2025, l'Afrique devient un partenaire stratégique incontournable pour l'Europe, non plus par charité, mais par nécessité. Ce qui était autrefois un don ou une aide humanitaire devient un échange mutuellement bénéfique où l'Afrique impose ses conditions. Les ressources naturelles du continent, comme le cobalt, le lithium et le cuivre, sont désormais perçues comme des éléments clés pour la transition énergétique européenne. Ce virage stratégique a des implications profondes. L'Europe doit s'adapter à une Afrique qui réclame plus que des investissements. Elle veut aussi des garanties sur la transformation industrielle locale, le transfert de technologies et l'emploi locaux. L'Afrique ne se contente plus de fournir des matières premières, elle veut un contrôle sur leur transformation et leur valeur ajoutée. Dans ce contexte de transformation rapide, Ibrahim Traoré joue un rôle clé en redéfinissant la place du Burkina Faso dans les négociations internationales. En tant que jeune leader, il incarne la montée en puissance d'une nouvelle génération de dirigeants africains qui ne se contentent plus d'accepter les conditions imposées par les anciennes puissances coloniales. Son approche pragmatique et résolument tournée vers l'avenir place l'accent sur la nécessité de transformer les matières premières sur le continent plutôt que de les exporter brutes. Ce changement de perspective s'est déjà manifesté à travers des initiatives locales, comme le projet de raffineries de cuivre et de lithium en Zambie et en Namibie, visant à créer des chaînes de valeur locales qui profitent directement aux économies africaines. Ces projets ne sont pas seulement des symboles d'autosuffisance, mais aussi des leviers puissants pour renforcer la position de l'Afrique sur la scène mondiale. À travers ces démarches, l'objectif est clair. Garantir non seulement l'accès aux ressources naturelles, mais aussi un contrôle accru sur leur valeur ajoutée, ce qui serait un tournant majeur dans les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. Pour les populations locales, cela signifie une promesse d'emploi durable, de technologies transférées et de développement économique régional. L'impact de ces décisions pourrait bien dépasser les frontières du Burkina Faso, influençant toute la région. Toutefois, la question reste. Ces changements profiteront-ils réellement à tous ou risquent-ils de creuser davantage les inégalités, notamment si les projets ne sont pas accompagnés de régulations transparentes et de réinvestissements locaux ?
L'Europe, historiquement dépendante des ressources africaines, se trouve à un tournant critique. Le changement de ton dans ses relations avec l'Afrique est symbolisé par le passage de la phase d'aide à celle d'un partenariat stratégique, dicté par des intérêts mutuels plutôt que par la charité. Les événements mondiaux, tels que la pandémie et la guerre en Ukraine, ont créé un environnement de crise qui a accéléré cette évolution. Dès lors, les chaînes d'approvisionnement en énergie, minerais et ressources naturelles deviennent cruciales pour la survie industrielle de l'Europe. En réponse, l'Afrique se positionne comme un acteur central de ce nouveau modèle économique. Le continent, en particulier sous la direction de dirigeants comme Ibrahim Traoré, réclame désormais des conditions plus équitables, où il ne se contente plus de vendre ses matières premières, mais prend en charge leur transformation sur place. Le Burkina Faso, sous l'impulsion de Traoré, est à la pointe de cette dynamique, cherchant à éviter que ces ressources naturelles ne soient simplement exploitées sans valeur ajoutée. À mesure que ces changements prennent forme, les premières conséquences commencent à se faire sentir. Par exemple, la Zambie et la Namibie ont déjà commencé à investir dans des infrastructures de raffinage, ce qui leur permet de transformer des minerais en matériaux de haute valeur destinés aux batteries électriques et aux technologies vertes. Cette transformation s'accompagne de clauses strictes concernant l'emploi local et le transfert de technologies, des exigences qui étaient jusqu'à récemment absentes des accords européens. Dans le même temps, l'Europe, confrontée à des déficits commerciaux croissants, se retrouve dans une position délicate où elle doit réévaluer ses relations avec l'Afrique. Le chiffre de 23 milliards d'euros de déficit commercial entre l'Afrique et l'Europe en 2025 est une illustration frappante de cette nouvelle réalité. L'Europe achète désormais, plus qu'elle ne vend, une inversion de rôle qui souligne la nécessité d'un modèle de coopération basé sur l'équilibre des pouvoirs. Cette dynamique est en partie alimentée par le rôle de plus en plus influent des pays africains dans les négociations internationales, notamment sous l'impulsion d'un leadership africain renouvelé, incarné par des figures comme Ibrahim Traoré. Le contexte économique mondial montre une pression croissante sur les chaînes d'approvisionnement, particulièrement en ce qui concerne les ressources naturelles nécessaires à la transition énergétique. Les chiffres qui en résultent illustrent bien cette dynamique. En 2025, 31% des exportations africaines vont déjà vers l'Europe, tandis que l'Europe enregistre un déficit commercial de plus de 23 milliards d'euros avec le continent. Ces données indiquent non seulement un renversement des rôles économiques, mais aussi un changement dans la nature des relations commerciales entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe, autrefois perçue comme une source d'aide et de financement, devient de plus en plus dépendante de l'Afrique pour ses ressources naturelles stratégiques, essentielles pour son propre développement industriel. Les investissements européens en Afrique, qui sont estimés à plus de 150 milliards d'euros d'ici 2027, visent à sécuriser l'accès aux métaux rares comme le cobalt, le lithium et le cuivre, indispensables aux batteries, aux panneaux solaires et aux technologies d'électrification. Ces chiffres montrent la taille du pari que l'Europe fait sur l'Afrique pour son avenir énergétique. Mais derrière ces chiffres se cachent des enjeux de souveraineté et de contrôle des ressources. Les pays africains, en particulier ceux dirigés par des leaders comme Ibrahim Traoré, cherchent à renégocier les termes de ces investissements pour s'assurer qu'ils bénéficient d'un transfert de technologies, d'emplois locaux et surtout du contrôle sur la transformation des matières premières. En parallèle, des données plus spécifiques commencent à émerger, montrant que des pays comme la Namibie et la Zambie, qui se sont tournés vers des raffineries locales pour traiter le lithium et le cuivre, augmentent leur capacité de production industrielle. Ces initiatives locales entraînent des résultats mesurables, la création de milliers d'emplois et la montée en compétences de la main-d'œuvre locale, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Si ces projets réussissent à se multiplier à travers le continent, ils pourraient changer la donne pour l'Afrique en transformant le continent en un centre de production industrielle et en générateur de valeur ajoutée plutôt qu'en simple fournisseur de ressources brutes. Il existe deux visions opposées concernant la relation future entre l'Afrique et l'Europe. D'une part, certains analystes soulignent que la transformation des matières premières en Afrique
pourrait offrir des opportunités de développement sans précédent pour le continent. Ces projets, soutenus par des investissements européens, pourraient mener à la création de nouvelles industries locales, stimuler l'emploi et réduire la dépendance vis-à-vis des exportations brutes. Cette approche repose sur l'idée que l'industrialisation locale, avec des garanties sur le transfert de technologies et des emplois, permettra à l'Afrique de prendre le contrôle de ses ressources et de bénéficier d'une plus grande autonomie économique. Des pays comme la Zambie, la Namibie, le Sénégal et le Rwanda montrent déjà que des solutions locales peuvent conduire à un avenir prospère pour le continent. D'autre part, une vision plus sceptique met en garde contre le risque que ces investissements ne fassent que reproduire un modèle de dépendance plus subtil. Si les financements viennent principalement de l'Europe et que les mécanismes de contrôle et de gestion restent entre les mains des entreprises et des institutions européennes, l'Afrique pourrait bien se retrouver dans une situation où elle ne contrôle toujours pas les chaînes de valeur. Les projets d'infrastructure, bien qu'indispensables, risquent de devenir de simples outils de domination économique. L'Europe, avec sa capacité à définir les normes, à imposer les conditions de financement et à arbitrer les différends, pourrait maintenir une forme de pouvoir discrétionnaire qui contredirait l'idée d'une coopération véritablement équitable. Le rôle des leaders africains, comme Ibrahim Traoré, devient alors central. En cherchant à imposer des conditions plus strictes concernant le contrôle local des ressources et la transformation industrielle, Traoré et d'autres dirigeants africains tentent de briser ce cycle. Leur défi est de s'assurer que l'Afrique ne sera pas simplement un réservoir de ressources, mais un acteur clé dans l'industrie mondiale. La question est de savoir si ces leaders réussiront à réécrire les règles du jeu en matière de gouvernance, de propriété et de gestion des investissements, ou si la structure du pouvoir économique continuera de favoriser l'Europe sous une nouvelle forme. L'un des éléments clés de cette transformation des relations entre l'Europe et l'Afrique est la redéfinition du partenariat, non plus comme une aide, mais comme un échange où chaque partie cherche à maximiser ses gains stratégiques. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains, en affirmant leurs conditions, montrent que l'Afrique ne se contente plus de recevoir des investissements, elle impose désormais ses propres termes. Cela implique non seulement des accords commerciaux, mais aussi une transformation profonde des chaînes de valeur, où les pays africains cherchent à ne plus simplement exporter des matières premières, mais à en tirer la valeur ajoutée localement. Le véritable changement réside dans l'industrialisation de ces pays. Là où l'Europe a longtemps dicté les termes de l'aide, l'Afrique impose aujourd'hui des exigences sur la transformation, la création d'emplois locaux et le contrôle des ressources. Ce mouvement est amplifié par la nécessité de l'Europe de sécuriser ses approvisionnements en ressources critiques pour sa transition énergétique. Dans ce contexte, l'Europe doit réévaluer son modèle de coopération. Le défi est de parvenir à un équilibre entre la sécurité des ressources et le respect de la souveraineté économique africaine, un équilibre qui pourrait bien être le tournant de ce partenariat stratégique. Les conséquences de ce changement dans les relations Afrique-Europe sont multiples et affectent différentes couches de la société. Pour l'Europe, l'implication croissante de l'Afrique dans la chaîne de valeur des ressources stratégiques comme le lithium, le cobalt et le cuivre, représente une chance d'assurer la transition énergétique tout en sécurisant ses approvisionnements. Cela pourrait aussi réduire la dépendance de l'Europe à des marchés extérieurs, en particulier la Chine, qui domine actuellement la transformation de ces métaux. Cependant, cela signifie également que l'Europe devra accepter un partage du pouvoir, notamment en ce qui concerne la gouvernance des projets et le contrôle des ressources. Pour l'Afrique, ces changements peuvent entraîner des bénéfices significatifs si la transformation locale prend réellement forme. Le développement d'industries locales, telles que des raffineries ou des sites de production pharmaceutique, pourrait créer des milliers d'emplois et stimuler le développement régional. Par exemple, des pays comme le Sénégal et le Rwanda, en se tournant vers la production locale de médicaments et de vaccins, pourraient voir une réduction de leur dépendance vis-à-vis des importations et un renforcement de leur système de santé local. Mais ces progrès sont également accompagnés de défis. L'un des principaux risques réside dans la manière dont les accords sont négociés. Si les conditions de ces investissements ne sont pas clairement définies et si la gouvernance des projets reste déséquilibrée, l'Afrique pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle du passé.
une extraction des ressources sans bénéfice réel pour les populations locales. Le cas des raffineries en Namibie et en Zambie montre que l'industrie locale peut se développer, mais ses succès sont encore trop peu nombreux et doivent être soutenus par des politiques claires et des engagements en matière de transfert de technologies et d'emplois locaux. Enfin, l'impact sur les populations locales est tangible. Si les projets industriels sont menés correctement, ils pourraient offrir des opportunités de travail de qualité et d'acquisition de compétences, en particulier pour la jeunesse africaine. En revanche, si les projets échouent à respecter leurs engagements, cela pourrait créer un fossé encore plus grand entre les riches et les pauvres, avec des bénéfices limités à une minorité et des conditions de travail précaires pour la majorité. Cela souligne l'importance cruciale des engagements clairs en matière de réinvestissement et de gouvernance locale. En regardant vers l'avenir, 3 scénarios se dessinent pour les relations entre l'Afrique et l'Europe dans les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario est celui d'une interdépendance organisée. Et dans ce modèle, l'Afrique parvient à négocier des accords où elle garde un contrôle substantiel sur ses ressources et leur transformation. Des projets comme ceux en Zambie et en Namibie pourraient se multiplier et l'Europe, bien qu'investissant massivement, serait contrainte de respecter les conditions fixées par les pays africains. Cette situation pourrait accélérer l'industrialisation du continent, lui permettant de diversifier son économie et de réduire sa dépendance vis-à-vis des exportations brutes. Si la gouvernance partagée et les garanties de réinvestissement local sont intégrées dans ces accords, l'Europe pourrait obtenir la sécurité des ressources dont elle a besoin, tout en offrant à l'Afrique un développement durable et des avantages économiques. Le deuxième scénario est celui du verrouillage de la valeur ajoutée. Dans ce modèle plus optimiste, l'Afrique réussit à transformer une grande partie de ses matières premières sur place. Des pays comme le Sénégal et le Rwanda, qui commencent à produire des vaccins et des médicaments localement, pourraient voir leur industrie se développer rapidement, avec une forte création d'emplois. Cette transformation permettrait à l'Afrique de passer du statut de fournisseur de matières premières à celui de centre de production industrielle. L'Europe bénéficierait alors de produits finis et de matériaux transformés, tout en contribuant à la création d'emplois et à la montée en compétences locales. Le troisième scénario, plus fragile, est celui de la dépendance douce, où les investissements européens, bien qu'importants, ne parviennent pas à générer un véritable contrôle africain sur la chaîne de valeur. Si les financements restent dominés par des intérêts européens, sans que l'Afrique ne puisse imposer ses conditions sur la transformation locale, le continent pourrait se retrouver dans une situation où il exporte toujours des matières premières brutes, tout en étant dépendant des normes et des règles européennes. Ce scénario risquerait de maintenir l'Afrique dans un cycle de dépendance, malgré les apparences d'un partenariat équilibré. Chacun de ces scénarios présente des opportunités et des risques. La clé du succès résidera dans la capacité des dirigeants africains, tels qu'Ibrahim Traoré, à négocier des accords où les avantages sont partagés équitablement et où l'Afrique prend le contrôle de sa propre industrialisation. Le scénario optimal pour l'Afrique serait celui où elle parvient à verrouiller la valeur ajoutée tout en assurant une gestion transparente et équitable des investissements. Les enjeux de ces transformations ne concernent pas seulement les dirigeants et les gouvernements africains, mais aussi les populations locales et les acteurs économiques sur le terrain. Pour les citoyens africains, l'impact de ces projets industriels sera mesuré par l'accès à des emplois stables et la possibilité de se former aux nouvelles technologies. Les jeunes générations, souvent au chômage ou sous-employées, peuvent trouver dans ces initiatives une opportunité de s'intégrer dans l'économie mondiale et de bâtir des carrières durables. Cependant, ce potentiel ne pourra se réaliser que si les gouvernements veillent à ce que les projets industriels bénéficient réellement aux populations locales et ne se contentent pas de satisfaire des intérêts extérieurs. D'un autre côté, les entrepreneurs locaux et les petites entreprises auront également un rôle crucial à jouer dans cette transformation. L'accès aux infrastructures, à l'énergie et à des financements appropriés est essentiel pour qu'ils puissent participer activement à cette nouvelle économie. Si les projets industriels ne sont pas accompagnés de mécanismes permettant aux entreprises locales de s'intégrer dans les chaînes de valeur, alors ils risquent de rester marginalisés, tout comme ils l'étaient dans l'économie traditionnelle basée sur les exportations brutes.
Pour le public européen, ces évolutions doivent être suivies de près, car elles impliquent non seulement des changements économiques, mais aussi des questions géopolitiques complexes. L'Europe doit s'assurer que ses investissements en Afrique ne reproduisent pas les schémas de dépendance du passé, mais qu'ils favorisent réellement le développement durable du continent. La transparence et l'équité des accords sont essentielles pour éviter que l'Afrique ne devienne, encore une fois, une simple ressource au service des intérêts européens. Ces dynamiques doivent être partagées et comprises par un large public, car elles auront un impact sur l'avenir commun des deux continents. Définir les priorités de gouvernance. Dès le début de chaque projet, il est crucial que les accords incluent des mécanismes de gouvernance partagés avec des droits de vote égaux pour les parties africaines et européennes. Cela garantirait que les décisions clés concernant les investissements et la gestion des ressources soient prises de manière transparente et équitable. Assurer un réinvestissement local obligatoire, une part importante des bénéfices générés par les projets industriels doit être réinvestie localement. Cela pourrait inclure la création de nouvelles infrastructures, de centres de formation professionnelle ou encore d'initiatives en matière de santé et d'éducation. Un tel réinvestissement garantirait que les populations locales bénéficient directement des retombées économiques des investissements étrangers. Établir des conditions de transformation locale. Au lieu de se limiter à l'exportation de matières premières, les accords devraient inclure des engagements clairs pour la transformation locale des ressources naturelles. Par exemple, la création de raffineries locales ou de zones industrielles dédiées à la fabrication de produits à valeur ajoutée. Ces engagements seraient suivis par des audits réguliers pour vérifier que les objectifs de transformation sont atteints. Ces solutions nécessitent la coopération active des acteurs privés et publics, ainsi que des engagements à long terme de la part des gouvernements européens et africains. Si ces étapes sont mises en œuvre avec rigueur, elles peuvent permettre à l'Afrique de renforcer son autonomie industrielle tout en répondant aux besoins énergétiques et économiques de l'Europe. À travers les transformations en cours, l'Afrique commence à redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants, en insistant sur la souveraineté industrielle et la transformation locale, incarnent ce changement fondamental. Ce n'est plus une question de recevoir des dons ou de se soumettre aux conditions imposées par des puissances extérieures, mais de prendre en main son propre avenir. Si l'Europe veut sécuriser ses approvisionnements et réussir sa transition énergétique, elle doit accepter de partager le pouvoir avec l'Afrique en garantissant une gouvernance équitable et un accès transparent aux ressources. Le parcours de l'Afrique, avec des leaders comme Traoré, démontre que la dignité et le respect ne sont pas des récompenses morales, mais des conditions essentielles pour une véritable coopération. Si cette nouvelle génération de leaders réussit à transformer les accords en opportunités réelles, l'Afrique pourrait non seulement jouer un rôle clé dans l'économie mondiale, mais aussi établir un modèle de partenariat fondé sur l'équité et la transparence. La transition énergétique européenne dépendra aussi de cette capacité à transformer les défis en véritables opportunités pour les deux continents. L'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe ne dépend pas seulement de la volonté politique des dirigeants, mais aussi de la capacité des citoyens à comprendre et à soutenir ces nouvelles dynamiques. La question fondamentale n'est pas simplement de savoir qui gagne aujourd'hui, mais qui fixera les règles du jeu lorsque les circonstances évolueront. Les acteurs privés, les entreprises et les gouvernements européens doivent se préparer à cette nouvelle réalité en travaillant à des partenariats véritablement équitables, respectueux des souverainetés locales et des intérêts mutuels. Pour l'Afrique, la question demeure: comment garantir que les bénéfices de cette coopération se traduisent par un véritable développement local, une industrialisation sur place et une autonomie économique à long terme? Et pour l'Europe, comment s'assurer que ces investissements stratégiques ne se transforment pas en une nouvelle forme de dépendance, mais en un partenariat solide, fondé sur une gestion partagée des ressources et des bénéfices?